Bienvenue à Brossard, Québec. Je suis Alexis Dubois avec Jérôme Ovington. et on est ici pour la finale de la Division 1 qui opposera les Braves à Flagg-Molsac. Et pour, je crois, la première fois de l'histoire de l'FPF, on aura une finale back-to-back. La division, ainsi que la division 5-25 compétitive, aura les mêmes équipes dans la finale. Jérôme, comment est-ce que tu approches un match quand tu joues la même équipe deux fois de suite dans une finale? Faut pas vraiment que ça ait d'importance, là. C'est deux matchs complètement différents. Puis c'est sûr que pour la première game, je pense qu'on la traite un petit peu comme n'importe quel match. C'est sûr que la deuxième game, il va avoir plus d'impact sur comment la première s'est déroulée. Et c'est notre première saison dans le 6 contre 6 Division 1 avec un changement majeur aux règles. Ce n'est plus 10 verges pour un premier essai, mais plutôt un premier essai à mi-terrain, puis ensuite 4 verges pour scorer. Entre ces deux équipes, c'est qui a le plus grand avantage avec ce changement? Ben, normalement, je t'aurais dit les Braves, vu que c'est plus une règle qui est plus similaire au 5v5. Mais cette saison, ce n'est pas les Braves qui ont eu le plus de succès offensivement, mais c'était bien Flagg-Molsac avec Alexandre Nadeau-Pius qui a gagné le carrière de l'année. Statistiquement, et en le regardant jouer, ça avait l'air du meilleur carrière de la division et les stats le reflètent de manière considérable. Par contre, le désavantage que Flagg-Molsac a, selon moi, c'est du côté défensif. La défensive des Braves, elle est redoutable. Par contre, Flagg-Molsac, un peu moins. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce match pour ralentir l'attaque des Braves? Ben, je pense qu'il va falloir qu'on ait un gros match de la part de François Rochelot du côté défensif. Pour moi, c'est le joueur clé du côté défensif pour Flagg-Molsac. Reconnu surtout comme étant un joueur élite offensivement dû à sa grande vitesse, mais c'est également un joueur qui a eu beaucoup de succès au niveau défensif. Puis je pense que aussi que son expérience à jouer contre et avec Jonathan Maheu va avoir un impact sur ce match. On parle très souvent de score, mais quand on monte les divisions, c'est plus les scores qui ont la plus grande importance, c'est les arrêts, c'est les erreurs. On parle souvent d'un match à une erreur, un match à deux erreurs. Avec des équipes d'un calibre comme celle qu'on a, selon toi, on se permet combien d'erreurs? Est-ce que c'est une interception par le match? On peut se permettre deux? Combien d'erreurs sont requises pour gagner ou pour perdre? Là, c'est sûr que ça va dépendre beaucoup, mais je te dirais qu'avec les nouvelles règles de Division 1, tu peux te permettre un petit peu plus d'erreurs parce que c'est une game qui encourage plus la défense. Si ça avait été comme les règles précédemment, je t'aurais dit une erreur, une interception, tu perds le match, surtout avec des carrières autant talentueux. Mais je te dirais qu'une interception, c'est pas nécessairement la fin du monde avec ces nouvelles règles. Puis maintenant, on sera sur le terrain dans quelques instants. Les capitaines sont appelés par les arbitres en chef. On a 4 arbitres pour ce match. Des joueurs à regarder. On a déjà parlé de François Rochelot du bord des Braves. Puis maintenant, on se dirige vers le terrain. Désolé, on a parlé de François Rochelot du bord de Flagg-Molsac. Ils ont également Quade Johnson, un nouveau ajout cette année. Les Braves, on connaît des faces qu'on connaît depuis longtemps, Isaiah Lard, Mike Piercien, James Drysdale, mais également Jeremy Murphy qui fait son apparition avec cette équipe et qui a des succès fulgurants. On parle de 28 réceptions, 374 verges et 11 touchés. C'est qui le joueur décisif pour les Braves dans ce match? J'aurais tendance à dire que c'est Isaiah Allard. Même si Jeremy Murphy a eu le plus gros impact sur cette équipe cette saison, la présence d'Isaiah Allard à la position de rusher pourrait avoir un impact immense sur à quel point Alexandre Nadeau-Pius peut être confortable. C'est incroyable parce que oui, un impact sur le match, mais si on regarde les statistiques, on n'y penserait pas. En 5 matchs joués, il y avait également une blessure en fin de saison. Il y a un sac et 2 passes défendues. Pour quelqu'un comme Isaiah, c'est des stats que tu penserais qu'il y aurait dans un match, pas dans une saison. Mais l'avantage qu'il apporte pour une défensive, c'est plutôt le fait qu'il enlève des lignes de passe. Avec ce que Mo appellerait des telescopic arms, il enlève cette ligne du centre puis il force les carrières à regarder plutôt vers les sidelines. Comme QB, comment est-ce que tu peux contrer un rusher comme Isaiah Allard? Il faut que tu évites le milieu du terrain, évidemment. C'est sûr que ça rend le travail énormément plus facile pour la défense des Braves quand ils n'ont pas vraiment besoin de couvrir le milieu du terrain avec la présence d'Isaiah Allard. Donc, pour Alexandre Nadeau-Pius, ça va être vraiment d'être efficace à utiliser son bras, qui est probablement sa meilleure arme. Donc, utiliser son bras pour envoyer le ballon dans les zones profondes, surtout avec des joueurs comme François Rochelot, Guillaume Paquet et Samuel Nadeau-Pius à la position de receveur. Il y a tout un bras. Il y a cette saison 279 verges par la passe, un 52 touchés pour seulement 7 interceptions. Il y a énormément de talent avec son bras. Il peut compléter chaque passe sur le terrain de 40 verges à 5 verges. Tout est possible. Voyons exactement comment il voudrait commencer ce match. Avec tellement de talent explosif, est-ce qu'il commencerait avec le deep shot ou il va jouer ça de manière relativement conservative pour commencer? Ben, je pense qu'il va être un petit peu plus conservatif parce qu'il y a beaucoup de respect envers la défense des Braves. La défense des Braves est une défense qui n'est pas hyper agressive avec le short. Ça favorise, évidemment, avec une nouvelle règle, tu as besoin de 4 essais pour te rendre au milieu du terrain. Donc,
Moi, je suis juste un simple all-hooks ici. Regardons ce qui commence sur le premier jeu. Nadeau Hughes prend la remise, regarde vers sa gauche. Ça a l'air d'un all-hook. C'est la passée complétée vers son frère Samuel Nadeau Hughes. Un gain de, je crois, 6 verges sur le jeu. Est-ce qu'un gain de 6 verges sur un premier essai, avec les nouvelles règles, c'est suffisant ou il voudrait un peu plus? Ah, c'est excellent même. Je pense que t'es pas vraiment dans le trouble dans ta zone du terrain. Je te dirais qu'en général, c'est pas très difficile de se rendre au milieu du terrain. Surtout en 6v6, c'est plutôt quand tu arrives dans la deuxième portion du terrain que là, ça devient vraiment difficile. On a un deuxième essai avec Nadeau Hughes qui regarde encore vers sa droite. Regarde vers les zones profondes. C'est complété vers le numéro 0. C'est Guillaume Paquette avec un gros gain. Premier essai pour les Braves. Est-ce qu'on a une défensive de zone ou d'homme à homme du côté des Braves? C'est beaucoup de zones, mais c'est beaucoup de défenses qui sont cachées. On peut voir qu'il ne montre aucunement qui s'en va où. Ici, on peut voir JD Chevalier qui va un petit peu trop profondément. Et ça l'ouvre Guillaume Paquet qui fait un très bel ajustement sur son route à couper un genre de in plus On a donc court. un premier et les buts depuis la ligne de 11 avec Nadeau Hughes qui reçoit le ballon, qui regarde maintenant vers sa gauche complète dans la face de James Drysdale. Au numéro 83, c'est un touché. Guillaume Robert. Un flag raté sur le jeu par Drysdale. Un simple hook qui devient un 6 points pour commencer ce match. Ouais, Guillaume Robert qui n'est pas nécessairement le joueur le plus flamboyant sur le terrain, mais une grande cible stable pour Nadeau Hughes avec un bon move pour se défaire du plaqué de James Drysdale. C'est des flags manqués comme celle-là qu'on a seulement 4 essais qui font tellement mal. Quand on peut transformer un hook de 5 verges dans un gain de 10, c'est ça qui fait mal à une défensive. On a maintenant un converti pour 2 points pour l'offensive de Flagmolsac. C'est une équipe qui préfère aller pour 2 points avec comme target préféré Guillaume Paquette. Regardons qui Nadeau Hughes va lancer sur ce jeu. Il bouge vers sa gauche. Isaiah Alert touche à la balle. C'est incomplet. C'est justement de ça qu'on parlait avant le match. C'est le reach d'Isaiah Alert. Il enlève cette voie du centre. Ouais, évidemment, Nadeau Hughes préfère ne pas lancer vers le centre quand il voit que ses receveurs sont couverts vers les espaces plus espacés. Il n'hésite pas à lancer au milieu, mais Isaiah Alert fait un gros impact là-dessus avec un premier arrêt sur les convertis qu'on sait qui vont être très important dans ce match. Ils sont immenses. Dans ces divisions plus élevées, les convertis deviennent un match à eux-mêmes. Maintenant, c'est les Braves avec la balle. Une pièce rapidement complétée vers Mike Persien qui dépasse quasiment la mise. Non, Mike, comme vétéran de la Ligue, s'arrête à une verge du premier jeu. On a maintenant un deuxième et très court. Ça sent le deep shot. Ouais, ça, c'est un jeu parfait. Le Mike Persien, évidemment, qui montre son expérience. Les Braves adorent arrêter une verge avant le premier essai. Mike, qui fait très bien là-dessus, va pouvoir aider son carrière à potentiellement soit prendre un shot ici ou créer une situation où c'est quatrième et les buts avec une distance moins importante à traverser. On a un deuxième essai, la remise à la droite de Maheu. Il regarde vers les zones profondes, vers James Drysdale. C'est complété, mais c'est hors ligne, dépassé d'un pas. Ouais, je pense que c'est le bon call. Là. Juste un petit peu trop en retard avec son pied. On peut le revoir aussi sur le replay. Et même à ce stade-ci du match, le challenge ne vaut pas toujours le coup, mais je crois justement que ça a été complété hors ligne, Jérôme. Ouais, je pense que c'était très proche, là, mais juste un petit peu trop loin pour Drysdale, puis les Braves ne contesteront pas. Ça ne vaut pas de challenger sur déjà ta première drive quand tu as seulement 2 challenges gros maximum. C'est recomplété vers Drysdale. Premier essai pour les Braves. C'est exactement ce qu'on pensait. Un premier deep shot sur le deuxième essai et maintenant on prend le premier jeu lors du troisième. Ouais. C'est sûr que tu ne veux pas te rendre en quatrième essai. Là, rendu là, tu sais que la défense de Flagmolsac va respecter le deep shot à Drysdale, le petit comeback sur le sideline, un bon 7-8 verges qui rend quand même la tâche plus facile, être la ligne de 12 pour marquer. Exactement, la ligne de 12, 4 essais depuis la ligne de 12. C'est quasiment comme un converti de 2 points. Mais on voit les Braves qui sortent avec un trips à la gauche de Drew Maheu. Jeremy Murphy isolé du côté en face de Rochelot. Il regarde du côté du trip. C'est complété Émile Châteauvert dans l'espace. Il tente de faire rater un premier homme. Il réussit. Puis finalement, le tacle est réussi par Guillaume Paquet. Un gain de 10 verges. Deuxième essai et 2. Ouais. Donc, deuxième et 2. On regarde clairement vers l'end zone. Jeremy Murphy, c'est celui avec le plus de touchés pour les Braves. Il y en a 11 sur la saison. Laisse-moi confirmer. Oui, en effet, 11. Ensuite, on a Émile Châteauvert avec 7 touchés. Avec une équipe avec tellement d'offensives, est-ce que c'est possible de les défendre à la ligne de 2? C'est très difficile. Faut que tu sois vraiment agressif underneath parce que
malgré que Maheu est très précis. Voyons s'ils sont assez agressifs. Myers scramble vers sa droite. Il lance vers McPherson. C'est incomplet. C'est justement, c'est une défensive étanche homme à homme. Ils ont collé, je crois que plutôt c'était un Lanes, mais ils ont collé avec leurs hommes. Il n'y avait rien d'ouvert. Maheu, comme vétéran, lance la balle en touche. Ouais, puis on veut voir Alexandre Nadopius qui joue également en défense. C'est pas juste un carrière. Je crois qu'il y a eu le plus d'interceptions pour cette équipe cette année. Oui, avec 4 interceptions. Avec 4 interceptions, oui. C'est tout un joueur des deux côtés de la balle. C'est pas juste un carrière. Regardons s'il peut faire la différence sur ce troisième essai. C'est complété vers Drysdale. C'est échappé. Ce qu'on voit rarement de la part de Drysdale. Il y avait le toucher entre ses mains. Incomplet. Ouais, je pense que 99% du temps, ça fonctionne. Passe un petit peu derrière. Drysdale un peu bas aussi. C'est difficile à compléter. On s'attend à ce qu'il fait, mais gars, il n'y a personne qui est parfait. Hein. Personne. Mais si on regarde les Braves, c'est une équipe avec assez d'expérience. Ils ne sont pas inquiets. Des échappées, ça arrive. Ils ne rentrent pas dans leur tête. Ils ne se rendent pas là-dedans. Joe Mauer a donné un petit high five à James. Il n'y a pas de négativité, puis ça impacte grandement un match quand l'équipe est d'accord, quand l'équipe a une attitude positive. Voyons ce qu'il peut faire. Est-ce qu'on a un troisième ou un quatrième en ce moment? Quatrième essai à la ligne des buts. Myers scramble vers sa droite. Il regarde vers les zones profondes. C'est incomplet! Flag Molsac célèbre. Et Alexandre Nadopius qui fait un gros impact. Pas le gars le plus rapide, mais il est très intelligent. JD Chevalier n'a pas été capable de créer assez de séparation sur ce jeu-là. Nadopius qui fait le switch avec Wade Johnson et le dérange juste assez pour empêcher puis créer le premier turnover du match. En effet, le premier turnover du match sur le premier drive offensif. Et on aurait un challenge, si je crois bien, on va challenger qu'il y avait un contact illégal de la part de Nadopius sur JD Chevalier. Regardons à la reprise, mais il semble avoir un léger contact avec l'épaule gauche de JD. Moi, je l'ai pas vu assez pour dire c'était évident. Là. J'ai tendance à dire, en Division 1, on laisse souvent les joueurs jouer un petit peu plus de contact. Tant que c'est pas comme on retient ou t'empêche le gars de se rendre à sa zone, je pense pas que Nadopius a empêché JD Chevalier de se rendre nécessairement à la zone. C'est juste une passe qui était pas à bonne place nécessairement. Mais on va revoir à la reprise. Oui. Mais sur un quatrième essai, des turnovers qui sont tellement importants dans la Division 1, ça vaut le coup d'utiliser ton challenge. C'est un jeu qui peut changer le résultat du match. Puis on se rappelle la formule pour les challenges. On en a un par équipe. Si c'est un succès, on a par la suite un deuxième. Il n'y a jamais un troisième challenge. Puis un challenge ne consomme pas un temps mort. Est-ce que c'est la bonne décision de prendre un challenge en ce moment sur ce jeu? Ah, définitivement. Et on regarde maintenant le contact avec la main gauche de Samuel. Ouais. C'est ce qu'on tente de juger. Il y a clairement un contact. Je sais pas s'il y en a assez non plus. Là. La question, c'est s'il y en a assez. On va le revoir peut-être mieux de cet angle-là. C'est le numéro 10 avec JD Chevalier sur la droite de votre écran qui traverse. Et maintenant, on regarde la main gauche qui tire sur l'épaule de JD. Il y a un contact léger. La question, c'est est-ce que c'est assez pour justifier un flag? J'ai comme l'impression que c'était après que le ballon avait déjà passé dans les mains de JD Chevalier. Fait que, là, il y a un petit peu d'ambiguïté. Là. Y a-t-il du contact? Oui. Est-ce que c'est assez sévère? Pour moi, c'est un call qui est assez 50-50. Ça va être à la discrétion de l'arbitre. Et quand c'est 50-50, on doit se rappeler que c'est la décision qui a été rendue sur le terrain qui devrait l'emporter. On semble avoir une décision qui a été prise. On attend le sort. Il y a un flag. On a un contact illégal contre la défensive. Premier essai Brave à la ligne de 1. Et donc, le contact qu'on avait vu avec la main gauche de Nadopius sur l'épaule de Chevalier a été jugé assez considérable pour mériter le flag. Jérôme, un bon call? Ouais, je pense que c'est correct. Là. C'est un peu, comme j'ai dit, à la discrétion de l'arbitre. C'était pas un contact énorme, mais oui, ça l'a empêché JD Chevalier de faire l'attraper, peut-être. On a donc un premier essai à la ligne des buts. Maheu regarde vers sa gauche, regarde vers le fond de la zone. C'est complété vers Jeremy Murphy. Il y a des contacts subséquents, des drapeaux revolent. Ça a l'air d'un toucher avec une pénalité sur le jeu. Ouais, c'est un excellent catch. Très bonne défensive de la part d'Alexandre Pius, mais Jeremy Murphy qui est très... Oh mon Dieu, quel contact. Ça, je vois pas pourquoi Patrick Chenard ferait ça. Là. C'était... Si c'est une pénalité de 10 verges, est-ce que les Braves considèrent un onside kick? Il devrait, définitivement. C'est intéressant, mais ça se peut-tu même que ça soit 15 verges? Tu penses que c'est assez pour un unnecessary roughness? Un unnecessary roughness, c'est 10 ou 15 verges? C'est 10 ou 15? Je crois que c'est 10. J'en J'en prendrai jamais des pénalités comme ça, donc je ne le saurais pas. Mais je crois que c'est 10. Si c'est une pénalité de 10 verges,
selon moi, je prendrais la tentative pour le onside kick. Ouais, Ça peut définitivement. changer l'allure du match. Ouais, c'est sûr que là, par contre, tu le perds. C'est tôt un petit peu. Si je te dis s'ils avaient l'avance, ok, mais là, ils sont quand même en retard. Fait que c'est un petit peu tôt pour le tenter. Sur la première drive, en deuxième demi, ou même avec quelques minutes restantes dans la première demi, c'est encore plus tentant. Je crois qu'ils vont plutôt opter pour un converti de 2 points depuis la ligne de 5. Ouais. On a l'égalité 6-6 dans la finale de la division 1 entre les Braves et Flagmolsac. On est en direct de Brossard. Les Braves tentent un converti de 1 point, de 2 points depuis la ligne de 5. Mais regarde vers les zones profondes. Il tente de viser Jeremy Murphy dans l'air de la zone. Il l'a simplement raté. Il était complètement ouvert. Ouais, Mahu le sait là-dessus. Jerry Murphy, très bon route encore une fois avec un deep out en arrière. La défense de Flagmolsac qui ne suit pas. Puis Mahu fait juste rater juste un petit peu sa passe trop loin. Assez dommage. Parce que c'était une très bonne opportunité d'aller chercher des points importants. Là. Ces convertis de 2 points sont tellement importants. Ça devient leur propre match. Il y a un match avec les arrêts, les touchés et un propre match avec les convertis. On a plutôt l'égalité au lieu d'une avance pour les Braves. Nado Pius regarde avec un jeu de all-hook. C'est complété vers Guillaume Paquet qui a capté 43 passes cette saison pour Flagmolsac. C'était le receveur favori avec 573 verges. Ouais, c'était surtout Samuel Nadeau-Pius qui avait tendance à être le receveur numéro 1 chez Flagmolsac. On a vu un petit peu un changement. Samuel Nadeau-Pius qui a joué un petit peu moins de matchs cette saison, c'est vraiment Guillaume Paquet depuis 2 saisons qui est le receveur numéro 1. Exactement. On en a un deuxième essai à environ 10 verges à compléter. C'est une passe vers les zones profondes. Quasiment intercepté par James Drysdale. Un deuxième échappé de la part de James. James vient tout juste de jouer un match en Division 3, un match très serré, il a joué l'entièreté du match. Est-ce que c'est un peu de fatigue parce que ce n'est pas les types d'erreurs qu'on présume voir d'un joueur avec le talent de Drysdale? Ouais, je pense qu'il a aussi été dérangé par Guillaume Robert sur ce jeu-là. Il aurait pu avoir un flag offensive pass interference du côté de Flagmolsac. Un jeu intelligent par contre de Guillaume Robert justement, mais une mauvaise passe de la part de Nadeau-Pius. Oui, une passe qui ne se devait pas de lancer. Il y avait le wheel vers Quade Johnson à sa droite qui semblait être ouvert. On a plutôt un troisième essai, sans plus grave que ça, avec Nadeau-Pius qui prend la remise, il regarde vers sa droite, il lance vers son frère. C'est complété. Est-ce que c'est assez pour le premier jeu? Oui. Julien Proulx signale que oui. Premier essai, Flagmolsac, un out route sur les sticks. Et finalement, non, ça ne sera pas un premier jeu. Non? Non. Je pense qu'on dit qu'il n'avait pas fait le reach avant de se faire plaquer. Évidemment, on voit le défenseur Phil Farran qui a été le meilleur défenseur probablement pour les Braves depuis une couple de saisons. Il y a eu un gros impact dans ces séries éliminatoires. 4e et 1, là, c'est un petit peu plus corsé. Là. Justement, 4e et 1. Est-ce que les Braves vont tenter le turnover on downs ou est-ce qu'ils tentent simplement d'enlever le toucher? On verra sur ce 4e essai, Flagmolsac. Nadeau-Pius scramble vers sa droite, il a battu. Oh, il batte un deuxième joueur. Finalement, le tackle est fait par J.D. Chevalier. Isaiah jouait plutôt la passe. Il s'est fait battu par Nadeau-Pius. On oublie que c'est tout un athlète également. Ouais, c'est ça qu'on a tendance à oublier de Nadeau-Pius. Il paraît pas comme le gars le plus mobile, mais il y a des moves. Là. Il a fait rater Jeremy Murphy sur un flag. Puis Isaiah alors doit respecter la course. Puis c'est aussi très important pour Nadeau-Pius d'instaurer cette course justement pour qu'Isaiah alors soit moins agressif avec ses bras télescopiques comme Mokan dit. C'était une course d'une douzaine de verges sur un 4e et 1. On a donc un premier essai et les buts avec Nadeau-Pius qui regarde à sa gauche, bloqué par Isaiah alors. Une deuxième passe défendue. Après avoir concédé le 4e essai, il se reprend, mais il a l'air de s'en vouloir. Est-ce qu'il était capable de l'intercepter? Je pense pas. Il y avait un petit peu trop de vélocité sur cette passe-là. C'est sûr qu'Isaiah il est très difficile avec lui-même. Là, il veut le pic, mais c'est... Je veux dire, c'est impossible à arrêter ça et intercepter ça. Il faut que tu sois assez chanceux. Là. 99% des rushers sur la planète Terre seraient extrêmement contents d'avoir la passe défendue. Isaiah voudrait le pic. Par contre, il semble voir une chance d'avoir un pic à un certain point dans ce match. Surveillons ce match-up entre Allard et Nadeau-Pius. On a le drive qui s'en va vers la droite, complété vers Guillaume Paquet. Encore une fois, à proximité d'Isaiah. Il se rapproche de la balle. Ouais, c'était pas un window qui était très, très grand. Là. Isaiah qui a vraiment coupé l'angle. Une belle passe par Nadeau-Pius qui trouve Guillaume Paquet. Un joueur qui est très rapide. Donc sur ces drags-là, souvent, là, surtout si tu sais que ton carrière n'aura pas nécessairement longue, il faut que tu te rendes le plus vite possible
au point d'attraper. Puis il a fait une très bonne job en plus d'amener ça à la ligne de 1,5 environ. Selon moi, Flag Molsac joue avec le feu. C'est pas le type de joueur au qui tu veux tenter et se rapprocher de la balle, compléter, toucher. C'est vert. JP Saint-Pierre. Merci beaucoup, Jérôme. Le score est de 12-6. Ils vont opter pour un converti de 2 points. Ouais, je pense pas qu'on va avoir beaucoup de convertis de 1 point aujourd'hui. Là. Ça va être vraiment intéressant de voir. Est-ce qu'on pourrait peut-être voir Quade Johnson descendre comme deuxième carrière sur ce converti? Entièrement possible. C'est un carrière qui joue en Division 2, qui s'est beaucoup amélioré dans les saisons récentes. La cible de prédilection de Nadeau Pughes sur les convertis, c'est Guillaume Paquet. Il a capté 6 convertis de 1 point ainsi qu'un de 1 point. Regardons si ce serait la cible de son carrière sur ce jeu. Son converti de 2 points. Nadeau s'élance vers Quade Johnson. La passe est légèrement à l'extérieur du terrain. Est-ce qu'elle était captable? Ouais, je pense que c'est juste une erreur de Johnson qui est allé un petit peu trop profond et qui n'est pas revenu assez à son compte parce que Nadeau Pughes, lui, il sait, je m'en vais. Il y a Jérémy Murphy devant toi, il faut que tu utilises tout ce que tu peux. Puis Quade est juste un petit peu. Il n'utilise pas toute la portion du terrain qu'il aurait pu utiliser malheureusement. Par contre, Jerry Murphy en couverture avait laissé le sideline à Johnson. Je crois que le receveur a vu qu'il y avait plus d'espace que son carrière le croyait et donc a fait son tracé légèrement plus vers l'intérieur. Premier essai pour les Braves, un trips à la gauche, on regarde vers les zones profondes, complété vers J.D. Chevalier, premier essai et plus. Il continue, il fait rater un joueur. Le tackle est finalement fait par Samuel Nadeau-Pughes après un gain de 30 verges. Ouais, un excellent jeu. On sait que Joe Maher, il adore ses hooks dans le milieu du terrain, à diverge à ses slot receivers. Un excellent move de J.D. Chevalier qui amène ça à la ligne de 8 environ. 9. 31 verges sur le premier essai avec un simple hook. De là, toute la génie des Braves. On a un premier essai et les buts puisqu'on a passé la ligne de mi-terrain. JD, pas le joueur le plus rapide au monde, pas le plus athlétique, mais un des meilleurs receveurs de la division. Un peu le couteau suisse des Braves, on pourrait dire. Oui, il peut lancer, il peut capter. C'est un défendeur fantastique. Premier essai pour les Braves, complété vers Mike Piercin, un gain de 5 verges avant que le tacle est fait par Samuel Nadeau-Pughes. Ouais, c'est exactement ce que tu veux faire. Dans cette situation-là, premier essai, là, tu t'amènes à la ligne de 1, 1,5 environ, puis tu as 3 essais. C'est vraiment idéal pour les Braves. Et on se rappelle la dernière fois que les Braves étaient dans la zone payante, on avait un échappé de la part de Drysdale. Finalement, il a fallu le flag et le challenge pour pouvoir scorer. On aimerait voir les Braves scorer avec un peu plus de facilité. Question d'augmenter la confiance. On a un trips du côté gauche de Joe Maher avec Jerry Murphy s'alignant près de Mike Piercin. Émile Châteauvert sur la droite. Joe rate. Oh, Joe a fait rater le rusher. La passe était vers Émile Châteauvert. Une passe qui aurait dû être captée. Un autre échappé de la part des Braves. Ouais, un petit peu surprenant, là. Je me serais pas attendu à ce que les Braves aient un peu de nervosité dans ce match-là. C'est une équipe qui a été là, ici, dans cette situation-là, à de multiples reprises. Mais là, ouais, je sais que c'est pas un catch super facile, mais on s'attend à ce qu'Émile Châteauvert fasse ce catch-là. C'est un receveur avec énormément de talent, des mains très sûres. J'étais surpris de le voir échapper la balle. C'était un des cibles préférés de Joe Maher durant la saison régulière avec 31 réceptions pour quasiment 400 verges. On a encore troisième essai, 2 tentatives pour scorer. On regarde vers Drysdale. La passe est captée, touchée sur le exactement même tracé sur lequel il avait échappé la balle lors de la première drive. Ouais, mais j'aime vraiment ce que la défense de Flag Molsac a fait. C'est pas des catchs faciles qu'ils leur laissent, là. Ils font vraiment travailler Joe Maher puis les receveurs. On peut voir Guillaume Paquet qui était un petit peu, juste un petit peu en retard, là, mais il avait très bien lu le jeu. Fait que ça va être intéressant de voir comment l'attaque des Braves va continuer à avoir du succès dans la zone payante. C'est rare de le dire avec une attaque avec tant d'offensives, mais ça a quasiment l'air laborieux dans la zone rouge. Il force des lancers difficiles, des catch contesté. On a maintenant un converti de 2 points, un trips à la gauche, J.D. Chevalier qui tombe en deuxième QB, qui reçoit la balle. Personne ne rush J.D. Chevalier, il y a encore du temps. La passe est de retour à Joe Maher. On a Émile Châteauvert tout seul en arrière de l'endzone, également Jeremy Murphy. C'était trop simple. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas rushé le deuxième quart arrière? Ouais, j'ai aucune idée. C'est très, très, très confusing, là. Je vous vends ma formule gagnante. Quand il y a un deuxième carrière, ce que je dis dans la défensive, c'est on suit le deuxième carrière lorsqu'il capte la balle. La théorie derrière, c'est on veut que Joe Maher se départ du ballon. C'est le meilleur QB, sinon le deuxième d'FPF. On veut que la balle soit des mains de quelqu'un d'autre. Mais dès que quelqu'un d'autre a la balle, on doit le poursuivre, sinon il y a simplement trop de temps. Oui, parce que là, c'est ça, il a ramené le ballon à Joe Maher qui avait énormément de temps. Fait que là,
Il y C'est avait le pire beaucoup trop de scénario. temps, c'est sûr. On a un 2 minutes qui reste dans cette première demi. Nadeau Hughes qui complète immédiatement vers Guillaume Paquet. Ce qu'on voit sur le premier essai, c'est du all hooks avec un post de Rochelot. C'est avec quelques jeux qui tentent de set up le post. Est-ce qu'il est là ou il est plutôt couvert par Murphy? Il est pas mal couvert. C'est sûr que Nadeau Hughes a un excellent bras puis il peut se rendre, mais je pense que le fait que la seule balle profonde qu'il a lancée à date n'a pas nécessairement eu du succès. Puis il y a du succès dans les zones courtes puis intermédiaires. Fait que Énormément de succès. Ça vaut pas le coup de tenter la balle profonde contre des athlètes comme Murphy, contre des athlètes comme Drysdale. On a un deuxième essai. Il faut un diverge pour le premier essai. Il y a un pump fake vers la gauche et complété vers le numéro 4. C'est JP Saint-Pierre. On est court du premier essai. Quasiment meilleur que le premier essai, non? ouais, surtout avec la situation actuelle avec l'horloge, à peu près 1 minute 50 qu'on voit sur le tableau indicateur. Oui. C'est sûr que On veut brûler du temps. ouais, on veut pas laisser trop de temps à Joe Mauer pour revenir et scorer. Là. Puis même 30 secondes, c'est quasiment assez de temps pour que les Braves puissent scorer. On a troisième essai, il faut 2 verges pour l'offensive de Flagmolsac. On regarde vers les zones profondes, c'est capté par Rochelot. Le tacle est fait par Murphy. Le tacle est fait dans le terrain. L'horloge commencera donc sur le sifflet indiquant qu'on est prêt à jouer. Ouais, ce qui est exactement ce que Flagmolsac voulait. Nadeau Hughes regardait profondément pour Guillaume Paquet à gauche. Il revient sur son dernier read. À droite sur François Rochelot qui fait un beau move pour rester in bounce puis obtenir le premier essai. On doit se rappeler que Braves commenceront avec la balle en deuxième demi. Le pire scénario pour Flagmolsac est donc de scorer soit trop rapidement ou de ne pas scorer. Ils se doivent de scorer avec quelques secondes restant sur le tableau. Voyons si Nadeau Hughes le considère sur ce deuxième essai. C'est capté vers JP Saint-Pierre. Le tac est fait par Jeremy Murphy. Le temps continue à couler. Il nous reste 1 minute maintenant dans la première demi. Mais quelle belle anticipation de Nadeau Hughes. Phil Farran avait couvrait parfaitement le route, mais il voit que son receveur va être ouvert juste une demi-seconde après, donc lance où son receveur va être. Phil Farran, excellent, des très longs bras, un joueur élite défensivement, puis malgré tout, Alex Nadeau Hughes le fait paraître. Si vous regardez l'Instagram d'FPF, vous verrez combien de déflexions de passes Phil Farran est capable avec ses longs bras. On a maintenant un troisième essai sur la ligne de 6. On a des crossers. C'est complété, c'est tenté vers le derrière de l'end zone. Joe Mauer a touché à la passe. Elle tombe incomplète. On visait Samuel Nadeau plus. Un beau jeu défensif de Joe Mauer. Ouais, pas exactement où j'irais, moi, si je suis Alexandre Nadeau Hughes. Isaiah Allard devant toi et Samuel. We lost audio. On tente de régler des problèmes techniques. Touché vers Guillaume Paquet. Ouais. Parfait, c'est touché vers Guillaume Paquet. Le score est maintenant de... Désolé. De 18-14 pour Flagmolsac. Ils vont tenter un converti de 2 points pour prendre une avance de 6. Il reste 22 secondes sur le cadran. On tente de régler également quelques petits problèmes techniques. Oui, donc un converti de 2 points pour prendre une avance de 6. Par la suite, les Braves auront 22 secondes pour tenter de scorer. Nadeau Hughes regarde vers sa droite et tente de faire manquer à l'art. C'est capté, mais hors ligne, tout près d'un converti. Mais non, l'avance est seulement de 4 points. Ah, c'est un très beau jeu. Malheureusement, Guillaume Paquet qui n'a pas été capable de sécuriser l'attraper immédiatement. Ouais, on voit son genou gauche qui touche à terre. Bien, bon call des arbitres. Un peu en retard là, sur les convertis là, pour Flagmolsac. Ça commence à quasiment donner une possession de plus sur les convertis. On en a parlé plus tôt dans le match, mais ça devient un jeu à lui propre. Et sur ce dernier jeu, on a encore vu l'influence d'Allard, qui avait ses grands bras dans la face de Nadeau Hughes. Il a forcé un lancer plus haut au-dessus de ses bras, ce qui a résulté dans l'incomplétion. On a maintenant 22 secondes pour que les Braves puissent scorer. Ça serait un score immense s'ils sont capables. On a un wheel route vers J.D. Chevalier. On regarde vers les zones profondes avec Drysdale. Touchdown! Brave! C'est le wheel route de Drysdale qui a battu Quade Johnson. On a une avance de 10 points en attendant le converti. Ouais, en fait, je pense que c'est juste un straight goal. Le wheel qui vient de J.D. Chevalier en dessous. Quade, il est ouvert, il se retourne trop en retard. Puis James Drysdale, évidemment, avec sa vitesse, combinée avec le bras de Joe Mauer, c'est difficile à suivre. Donc,
Quaid doit vraiment commit à ce route dès qu'il voit que James Drysdale s'en va en ligne droite. Surtout considérant la situation, là, il reste 17 secondes, tu peux pas te faire battre over the top. Mais également, le défendeur des Braves qui joue dans le slot doit prendre le wheel. Du fait qu'il n'a pas couvert le wheel, Quaid a dû tenter de split les deux défendeurs qui a laissé la place nécessaire à Drysdale pour capter la passe de toucher. Par contre, si on accorde un toucher, il y a encore 17 secondes. C'est assez dans la première division pour scorer. On a un converti de 2 points qui s'en vient. On a un trips à gauche. JD Chevalier part comme deuxième carrière. On lance vers l'air de l'end zone. C'est trop haut pour Murphy avec une verticale. C'est dur de le manquer trop haut. Ouais, puis excellent ajustement de la part de la défense de Flagg-Molsac. Cette fois-ci, on envoie directement le deuxième rusher. Joe Maher qui regarde un petit peu à gauche se rend compte que il y a un deuxième rusher, je vais lancer, puis un petit peu trop pour Jamie Murphy, ce qui est dur à faire en général. Hein? C'est pas le plus grand, je crois qu'il fait environ 6 pieds, 6 pieds 1, mais sa verticale est fortement impressionnante. C'est sans doute le joueur qui peut sauter le plus haut de la ligue. Mais maintenant, on a un 17 secondes, il y a encore du temps. Nadeau Pius avec un grand bras, ce qui regarde vers les zones profondes, c'est vers son frère Samuel. Ce n'est pas capté. Peut-être la passe complète était meilleure que la réception. Dans ce cas-ci, oui, définitivement. Là, tu veux attraper le ballon puis te rendre dans les out of bounds. Je pense pas qu'il aurait été capable. Mais encore une fois, c'est Isaiah Allard qui touche le ballon, qui influence Nadeau Pius, soit avec ses angles de passe, mais également en littéralement touchant le ballon. Oui. Il y a tellement de reach. Il enlève quasiment un 5 à 10 verges au milieu du terrain. Il y a maintenant 14 secondes sur le cadran. Il faut 40 verges en 14 secondes. Qu'est-ce que Flagg-Molsac peut faire? Nadeau Pius prend la remise, il regarde vers sa gauche, il fait ranquer alors, il tente de courir, il tente de sauver vers la ligne d'à côté. Le temps qui est fait dans les paramètres du terrain par Phil Farran. Le temps continue à couler. Est-ce qu'on appellerait un temps mort? Oui, le temps mort est appelé avec quelques secondes sur le cadran. On aurait lieu à un jeu ultime dans cette première demi. Ouais, pas une situation idéale pour Flagg-Molsac dans ce cas-ci. Je sais pas pourquoi Alexandre Nadeau-Pius a décidé de courir ici. La défense des Braves a shifté dès qu'ils ont vu qu'il a commencé à scramble. Puis je pense que François Rochelot était ouvert sur le sideline. Je dirais une mauvaise décision de la part du corps arrière. Simplement lancer la balle à l'extérieur du terrain aurait été une meilleure décision. On a maintenant un dernier jeu dans ce demi. On va regarder vers les zones profondes. La passe est lancée vers Rochelot. Elle est captée! On attend une décision. Touchdown sur la déflexion. Quelle erreur de la part des Braves. Et ça, c'est un jeu que Flagg-Molsac est hyper content et avait vraiment besoin, là, surtout que les Braves qui pognent le ballon en deuxième demi. Mais quel jeu de la part de JP Saint-Pierre. C'est souvent là, ce qu'on dit aux receveurs. T'es pas le plus grand, mais tu peux quand même aller chercher le ballon en dessous sur les rebonds. Il faut jouer les rebonds. Il n'y a personne du côté des Braves qui a joué les rebonds. Il était là pour le rebond. Je crois qu'on a vu Isaiah Allard qui a mis ses mains sur la passe, qui l'a rebattu, mais ça tombait directement pour Saint-Pierre. Flagg-Molsac prend l'avance de 4 points. Les Braves commenceront avec la balle, mais sans ce score, on avait la possibilité de prendre une avance de 2 possessions. Maintenant, les Braves devront scorer pour prendre l'avance et non une avance de 2 possessions. C'est immense, mais le converti est également important pour tenter de créer un écart de 6 points. Nadeau Pius, avec la remise, regardant vers sa droite, tente de faire ranquer le rusher. La passe est vers le fond de la zone. Elle est captée hors ligne. La difficulté là, avec les lignes bleues, encore, on dirait, du côté du complexe CN ici, là, le receveur qui court un petit peu trop long son route, mais en même temps, regardez comment James Drysdale est capable de créer de la verticale puis forcer Nadeau Pius à lancer le ballon assez haut. L'athlétisme et la défense des Braves est vraiment impressionnante. La fameuse ligne bleue de Brossard qui est extrêmement dure à avoir. Par contre, 2 équipes avec l'expérience devraient l'avoir. Bon. Ce qui me surprend de cette première demi, Jérôme, c'est la quantité d'erreurs ou de quasiment des erreurs qu'on a vues. C'est 2 équipes qui exécutent avec énormément de talent, mais on a vu des passes qui ont été échappées, des jeux qui n'auront pas dû être lancés, même une décision de course qui finalement s'est avérée correcte, mais je suis sûr que Nadeau Pius aurait aimé prendre une autre décision. Est-ce que tu es surpris avec les erreurs? Est-ce qu'il y a une façon d'enlever ces erreurs en deuxième demi? Non, je suis pas surpris. Là, c'est impossible de demander à un carrière d'être parfait. Je pense que malgré les erreurs, il n'y a pas eu trop de dommages qui ont été faits. Il n'y a pas eu d'interception, il n'y a pas eu de turnovers. Les 2 équipes ont scoré sur toute leur possession. La différence, pour le moment, le converti de 2 points pour les Braves. Donc, c'est les erreurs sur les convertis qui ont fait surtout mal à Flagg-Molsac. Oui, comme la décision de ne pas rusher JD Chevalier qui a coûté un 2 points. Donc, en deuxième demi, il y a
vraiment à cette première, on n'a pas vu d'erreurs qui ont coûté cher. Il y a eu des possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer le revirement, pour créer une interception en deuxième demi? Qu'est-ce qu'on devrait changer en défensive? Ça va juste être d'espérer une erreur d'un des deux carrières, ce qui n'arrive pas souvent. C'est vraiment deux attaques qui sont bien rodées, deux carrières qui sont élites, probablement les deux meilleures carrières qu'on a dans toute la ligue. Donc, des fois, c'est juste une question de chance. Un receveur qui échappe un ballon qui va dans les airs ou Isaiah Allard, peut-être, qui va tiper une passe pour un pick six ou peu importe, on sait pas. Je crois que tu as entièrement raison. Je crois que forcer l'erreur serait extrêmement difficile. Par contre, il y a un joueur qui peut forcer cette erreur, qui peut créer une passe défendue. Ça serait en effet Isaiah Allard. Nado Pius, il joue avec le feu, il joue avec les bras télescopiques d'Isaiah. À un certain point, soit la passe va être défendue, il pourra tomber dans les mains de la défensive, ou simplement capté par Isaiah. Ouais, mais en même temps, des fois, c'est juste ton jeu, il est là, faut que tu l'utilises, puis tu prends le risque qui va avec. Oui, la deuxième demi est sur le point de commencer. Les Braves commenceront avec la balle. Le score est de 24-20 pour Flagmois-le-Sac, mais les Braves ont la chance de prendre l'avance. En ce moment, tu devrais choisir, est-ce que tu préférais être Flagmois ou les Braves? Je pense que je préférais être Flagmois parce que tu viens ici, tu es un peu le underdog, puis tu mènes après la première demi. Je pense que tu es très content avec ce qui s'est passé. C'est sûr qu'on a parlé du converti de 2 points qui fait la différence pour le moment, mais les Braves, pas habitués nécessairement d'être dans ces positions-là. Là. C'est une équipe qui est habituée à dominer avec une fiche de 8-2 en saison régulière, une victoire convaincante en demi-finale de 39-14. C'est pas une équipe qui est habituée de perdre à la mi-temps. Premier essai à la ligne de 5, 3 receveurs à la gauche de Maheu, il regarde vers Émile Châteauvert, la passe est captée, un dip move fait manquer le défendeur, il s'arrête avant le premier essai. Est-ce qu'il prendrait un genou? Oui, en effet, il dépose la balle. Il dit « J'arrête ici ». Désolé, M. Rochelot, il n'y a pas de fumble en FPF. Ouais, Émile Châteauvert, évidemment, un des meilleurs joueurs à faire manquer les défenseurs pour les flags. Son centre de gravité est extrêmement bas. Définitivement pas un joueur le plus grand, mais un genre de gadget pour Joe Maheu qui est capable d'aller chercher des verges extra quand on pense qu'il t'en a pas. Là. Tu prends un hook puis t'amènes ça à une situation idéale, 2-3 verges avant le first down, c'est excellent. Et c'est avec ces moves qu'il a réussi à cumuler ses 383 verges par la passe et 7 touchés. C'est le deuxième receveur pour cette équipe derrière Jeremy Murphy. Et justement avec ce talent, ces moves, c'est extrêmement dur à été. Deuxième essai, juste de son bord du mi-terrain. La passe est vers J.D. Chevalier. Elle est captée à la ligne de 5. Le tac, il y est fait par Guillaume Paquet, mais pas avant un gain d'une vingtaine de verges. Ouais, un petit peu démoralisant pour une défense. T'as l'impression que tu fais tout comme il faut, puis malgré tout, Joe Maheu trouve le trou. Guillaume Paquet qui recule juste un petit peu trop profondément. Il y a un post qui s'en va de l'autre côté. Alexandre Nadeau-Pius le ramasse. Puis Guillaume Paquet est pogné un petit peu à contre-courant. J.D. Chevalier fait un excellent ajustement. Une belle passe de Maheu. On aimerait voir, selon moi, un peu plus d'agressivité de la part de la défensive de Flagmois-le-Sac. On a maintenant un premier set de la ligne de 2. Les Braves ont eu de la misère à scorer depuis la ligne de 2 ou 1. Laissons voir ce que Joe Maheu peut faire. Il regarde vers le fond de l'end zone. C'est capté par Drysdale. Le toucher, il est bon. Pas de problème sur ce premier essai. Une chance, un touché, 6 points pour les Braves. Ouais, excellente concentration de la part de James Drysdale. Guillaume Paquet qui était justement juste là, qui avait son bras littéralement devant son visage. Il fait un excellent attrapé, mais encore une fois, la défense de Flagmois-le-Sac rend ça un petit peu difficile. Là. Une passe quasiment parfaite, mais oui, il a rendu la vie difficile aux Braves. C'est drôle parce que sur les premiers essais, sur les premiers longs, il rend la vie très facile, mais par contre, quand il se rentre dans l'end zone, là, il joue avec plus d'agressivité. On a un converti important pour 2 points. JD qui tombe comme deuxième quart arrière. Il y a une erreur qui a été faite dans la couverture défensive. Ce qu'on a vu là, c'est quand le rusher est parti pour couvrir JD, ça a créé un trou. On avait 2 hooks. Joe Maheu a choisi le joueur qui est ouvert. Comment est-ce que Flagmois-le-Sac peut s'adapter pour couvrir le deuxième quart sans ouvrir un trou dans leur défensive? Mais ils ont fait exactement ce qu'ils devaient faire là-dessus. Guillaume Paquet qui fait assemblant d'aller rusher. C'est juste qu'il a un petit peu trop commit vers le deuxième rush. Puis il aurait dû redescendre, juste faire un pas pour faire lancer Maheu directement. Puis il revient. Parce que c'est ça que Maheu, il regarde. Est-ce que le deuxième rush s'en va? Je vais lancer là. Puis là, malheureusement, Guillaume est allé un petit peu trop profond. Une deuxième mi-temps signée James Drysdale en ce moment avec une passe de toucher et un converti de 2 points. Maintenant, la passe pour Flagmois-le-Sac est complétée vers JP Saint-Pierre. Le tacle par Phil Farran. Et encore une fois, on joue avec le feu qui est nommé Isaiah Allard. On passe entre ses bras. Ouais, puis Alexandre Nadeau-Pius puis Isaiah Allard qui se parlent un petit peu après le jeu. Là.
Isaiah sait qu'il est pas loin, mais Nadopius fait une bonne job, même s'il joue avec le feu. Si on doit regarder quelque chose pour le reste du match, je crois que c'est cette affrontation entre Allard puis Nadopius qui pourrait devenir décisif. On lance plutôt vers les lignes de côté, vers Quade Johnson. Premier essai forcé hors touche par Jeremy Murphy. Cette fois-là, on a opté de ne pas contester la zone d'Allard, plutôt une passe vers les sidelines. Ouais, bonne couverture de Jeremy Murphy. Il faut qu'il joue un petit peu le corner de Samuel Nadopius du slot à droite et le comeback. C'est juste un très bon concept, là, un genre de... Un concept d'expérience d'un QB avec énormément de talent. On regarde à sa droite, revient vers sa gauche, quasiment vers Guillaume Paquet. On voit tout le talent que Nadopius possède sur ce jeu. Il a tourné ses erreurs dans une seconde avec une passe à quelques centimètres d'un toucher spectaculaire. C'était une incroyable passe. Juste un petit peu trop loin pour Guillaume Paquet, mais il était ouvert. Il était très bien couvert par J.D. Chevalier, un joueur qui est excellent en 1 contre 1. On a encore des problèmes techniques. Oui, on a maintenant un deuxième essai, je le crois bien, pour Flagmois le sac. Nadopius sous son snapper. Il secoue ses mains, il reçoit la passe, il regarde vers les zones intermédiaires. C'est déflecté par Murphy, capté mais hors touche. Et là, on voit justement la verticale que possède Jeremy Murphy. C'est à quelques centimètres d'une interception. Ouais, c'est n'importe quel autre défenseur, puis c'est probablement une complétion à Samuel Nadopius, mais Jeremy Murphy qui saute à peu près 40 pouces dans les airs, puis empêche la complétion qui aurait été immense. C'est très compliqué, là. Je pense que c'est troisième essai. Là. Troisième et long. Je dirais avec confiance que c'est le seul joueur d'FPF qui aurait pu toucher à cette passe. Pour n'importe qui d'autre, c'était une complétion. Troisième et long maintenant pour Flagmois le sac. La pression commence à se faire sentir. C'est complété vers Guillaume Paquet avec ses mains très sûres. On a un immense quatrième essai qui s'en vient à la ligne de 7. C'est qui le receveur de prédilection pour Nadopius sur ce jeu? Ouais, j'aurais tendance à dire que ça va être peut-être Quade Johnson encore, peut-être retourner sur le comeback sur le cône. Évidemment, tu ne veux pas le lancer au milieu du terrain avec Isaiah Allard, mais en plus que tu es proche de la zone, plus que l'impact de ses bras est important. Donc, est-ce que la défense des Braves va s'ajuster en conséquence de ça puis vraiment rester sur les cônes? C'est une question qu'on va voir tout de suite. On a un immense quatrième essai pour Flagmois le sac. Il leur faut 7 verges et le toucher. Nadopius regarde vers sa gauche. Déflecté par Isaiah Allard. Il a fait la différence. Premier essai. Brave. Ouais, c'est exactement de quoi je parlais. Tu veux pas lancer au milieu du terrain. Nadopius un peu forcé à le faire. Moi, j'aurais plus regardé encore une fois vers la droite. Mais là, Quade Johnson qui reste vraiment intérieur. Il aurait été ouvert. Sur ce route sur Jeremy Murphy. Malheureusement, Nadopius prend une mauvaise décision puis le premier turnover du match. Isaiah Allard a eu 2 sacs du score en 5 matchs de saison régulière. Je crois qu'il y en a 4 dans ce match. C'est le joueur décisif à date pour les Braves. Premier essai pour Joe Maher qui regarde dans les environs de J.D. Chevalier. Un autre hook à 12 verges qui a simplement raté de quelques centimètres. Ouais, Maher pas parfait en ce moment avec... le placement de son ballon. J.D. Chevalier était ouvert, oui, mais Samuel Nadopius était un peu en train de le chier. Donc peut-être qu'il n'a pas aimé ce qu'il a vu et préférait se débarrasser du ballon plutôt que de prendre un risque inutile. Il leur faut 20 verges. Ils ont 3 tentatives pour combler ces verges. Joe Maher avec 2 receveurs à sa gauche, 2 à sa droite. Mike Piercin avec la balle entre ses mains. Il prend la remise, il regarde vers sa gauche, il lance vers Drysdale. La passe est captée à 1 verge du premier essai. Troisième essai, 2 verges à combler. Ouais, c'est exactement ce que tu veux pas faire si t'es Flagmois le sac. Oui, tu vois le joueur de la trempe de James Drysdale qui court en ligne droite, mais il faut que tu saches que le comeback s'en vient. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu aies un gars qui joue en dessous puis un gars qui joue en haut. Quade Johnson, trop à l'intérieur. Guillaume Robert, trop reculé. Fait que c'est trop facile pour les Braves en ce moment sur ces comebacks. Selon moi, je suis un gars de défensive. C'est ce que je fais en FPF. Flagmois le sac a besoin d'être plus agressif. Il n'y a rien de mal, c'est étrange de le dire, de se faire brûler pour un toucher de 40 verges. Si on accélère le match, c'est à leur avantage. Par contre, ils ont besoin d'un jeu qui ferait la différence. Ils ont besoin d'un peu plus d'agressivité. On lance vers les zones profondes, vers Murphy. On a un flag, on a un contact illégal, pass interference contre Patrick Chénard. Premier essai à la ligne de 1. Je crois que c'est le bon call. On attendrait de voir la remise, mais je crois qu'il ne s'est jamais tourné la tête. Il regarde vers Murphy. Il tourne sa tête à la dernière minute, mais il fait contact avec le bras droit de Murphy. Je crois que la décision est la bonne, mais les arbitres sont en train d'en discuter. Ouais, moi aussi, je pense que c'est la bonne décision. C'est un peu décevant de la part de Patrick Chénard parce que c'était vraiment pas un bon ballon lancé par Joe Maher. Là, si c'était retourné, ça aurait pu définitivement être une interception.
Au lieu de ça, je pense qu'il a un petit peu trop respecté Jeremy Murphy dans les airs, puis il avait peur. Tu sais, tu vois pas le ballon, t'as pas envie de te retourner, mais il fallait qu'il se retourne. Là. Je comprends pourquoi respecter un joueur comme Jeremy Murphy. Peut-être le meilleur receveur d'FPF, une question pour plus tard. Mais il y avait la chance de faire ce jeu décisif. Il y avait une chance pour l'interception. Puis finalement, au lieu de l'interception, c'est un flag, mais les arbitres sont en train d'en discuter. Attendons le résultat. On attend. On a passe interférence contre la défensive. Est-ce que Flagg-Molsac challengerait cette décision? Je pense que ça serait une erreur. Là. Il y a plusieurs choses que Patrick Chénard fait de trop physique ce jeu-là. Ne laisse pas Jeremy Murphy revenir vers le ballon, ce qui est son droit. Ça serait une erreur complètement de challenger ici. Je suis d'accord. Et encore plus, la défensive de Flagg-Molsac a son plus de succès à la ligne de 2. C'est de là qu'ils ont pu créer des revirements, où ils ont pu forcer des incomplétions. C'est quasiment où ils veulent être sur le terrain. Par contre, je crois qu'on aurait un challenge sur le jeu. Flagg-Molsac va contester la décision qui a été prise sur le terrain. Ils vont contester qu'il n'avait pas de pass interference. Jérôme, est-ce que tu as vu de quoi qui pourrait renverser cette décision? Non, vraiment pas. Là. C'est un call assez facile à faire. Le bon call de la part de Julien Proulx. J'aime vraiment pas ça de la part de Flagg-Molsac de challenger ça quand t'es pas sûr. Oui, tu veux faire confiance à ton joueur défensif, mais en même temps, quand c'est un ref de la trempe de Julien Proulx qui sait ce qu'il fait, puis il regardait le jeu tout le long. Là. Il l'a vu le contact. Là. Oui, et je crois que Flagg-Molsac, ce qui croit que c'était un call pour screening. Et donc, quand le défendeur ne se tourne pas la tête, qui bloque la vision du receveur, c'est pass interference. Et on voit que Patrick Chénard s'est tourné la tête. Je crois que le drapeau a plutôt été lancé pour le contact avec le bras droit de Chénard et le corps de Murphy de ce côté droit. C'est pas du screening, c'est plutôt du contact, mais je crois que la décision a été la bonne. Ouais, je suis absolument d'accord. Là. Et s'il ne gagne pas ce challenge, il est perdu. Il reste 11 minutes dans le match. Je ne crois pas que c'est la meilleure décision à prendre. Est-ce qu'on a déjà une décision? Ouais. La décision a été maintenue. C'est la bonne décision qui a été prise. Il y avait rien qui renversait de manière concrète ce qui était lancé sur le terrain. Julien Proulx a pris la bonne décision. Ouais, mais là, gars, c'est pas la fin du monde. T'as pas eu un touché, là, mais pareil, là, c'est encore une fois, c'est converti qui viennent de venir un impact. Là. Un touché ici, c'est 2 possessions. Oui, et c'est justement, comme Jérôme, vous l'avez mentionné, c'est les convertis qui jouent une importance. On a premier essai et les buts à la ligne de 1. Mike Persin vers sa droite, on lance vers la fond du terrain, c'est capté par Jeremy Murphy. On semble avoir une couverture d'homme à homme avec Patrick Chénard sur Jeremy Murphy. Est-ce que c'est un match-up à l'avantage des Braves? Ah, définitivement, là, c'est pas le joueur défensif que je mettrais sur Jeremy Murphy. Peut-être un petit peu un manque de vitesse là, par rapport de Patrick Chénard. Pas que Patrick Chénard est un mauvais joueur, il a énormément de talent, mais c'est juste une joueur de la tranche de Murphy. Peut-être Quade Johnson serait plus apte à le couvrir, mais on peut quand même se demander est-ce qu'il y aurait un joueur en FPF qui est en mesure de couvrir Murphy homme à homme? Je ne suis pas sûr. Peut-être Jeremy Murphy. Le clone de Jeremy Murphy, je le voudrais bien sur mon équipe, ce clone-là. On a un converti de 2 points pour les Braves. JD Chevalier qui tombe en deuxième carrière. On lance vers les zones profondes, trop loin pour Émile Châteauvert. Il n'a pas le vert de Jeremy Murphy. C'est un avantage de 10 points pour Flagg-Molsac. Un avantage de 10 points, c'est encore un match, on pourrait le dire, d'une possession, mais ils doivent commencer à frapper leur converti de 2 points, puis ils doivent arrêter les Braves pour 2. Ouais, puis sinon, tu as toujours ton onside. Là. Même un onside anticipé pourrait être bien, là, pas tout de suite, là, mais à mesure qu'on se rapproche du pro clock. Mais pareil, il faut falloir scorer sur chacune des possessions puis faire les 2 points. Et on se rappelle que Flagg-Molsac n'a plus de challenge. Premier essai pour Flagg-Moi, capté vers Paquet. Le tacle y est fait par Mareux, un gain de 7 verges. Est-ce que maintenant avec un QB comme le bras de Nadeau, peut-être le plus beau bras d'FPF, est-ce qu'on oserait attaquer les zones profondes ou trous de risque? Je pense pas que ça vaut la peine. Braves, ils jouent une défense où ils ne laissent pas la balle profonde. Ils savent avec le bras de Nadeau-Pius, c'est un risque. Ils vont pas le donner, ils vont continuer de le laisser prendre des petits jeux. Et c'est justement, il regarde vers les zones profondes, il regarde vers François Rochelot. C'est rabattu par Phil Farran. Qui est plus vite entre François Rochelot et Phil Farran? Je pense que c'est François Rochelot. La différence, c'est que Phil Farran est tellement discipliné dans son coverage défensif. On peut le voir, il ne donne jamais aucune opportunité à François Rochelot. Peu importe où le ballon était situé, Phil Farran, avec ses longs bras, son avantage de hauteur,
aurait définitivement eu l'avantage sur ce jeu-là. On a maintenant un troisième essai. Troisième et long. On doit commencer à penser au quatrième. C'est pas seulement le toucher qui préoccupe maintenant Flagg-moi le sac. Ils ont besoin de ce premier essai. Ils ont besoin de toucher. Ils ont besoin d'un converti, mais ça commence avec le premier essai. Une passe encore vers Guillaume Paquet qui devrait être bon pour le premier essai. On attend la décision de Julien Proulx. On est à court d'une verge. Quatrième essai décisif qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on dessine sur ce jeu? Ben, c'est sûr que je m'attends peut-être à une défensive d'homme à homme de la part des Braves. C'est pas une défense qui utilise énormément d'homme à homme, mais dans une session de 4e et 1, des fois, il essaie de déguiser l'homme à homme ou même de faire comme si c'était du 1 à 1 puis finalement changer de call pour rendre ça plus difficile pour le carrière. Quatrième essai. Il faut une verge pour les Braves. C'est capté vers Nadeau Pius, de Nadeau Pius à Nadeau Pius. Premier essai. Il reste 7 et 30. Maintenant, on peut penser au toucher. Il semble que les Braves ont simplement laissé le premier essai à Flagg-moi le sac. Ouais, c'est sûr que quand il y a un carrière autant bon qu'Alex Nadeau-Pius de l'autre côté, c'est rare qu'il va pas convertir sur des jeux comme ça. 71% de complétion cette année pour incroyable. Premier essai maintenant. On regarde vers Samuel Nadeau-Pius. C'est capté pour un touché. Mais Phil Farran était à quelques centimètres de la passe défendue ou même de l'interception. Risqué? Très risqué, mais on dirait qu'il y avait 4 gars dans le même lane là, avec JP Saint-Pierre qui fait un genre de petit out en arrière. Une balle incroyable de la part de Nadeau-Pius, la vélocité puis la précision sur cette passe-là. Pas beaucoup de carrières qui sont capables de faire une passe comme ça. Là. Il y a un carrière qui serait capable de faire une passe comme ça. Peut-être deux, et je crois que les deux sont sur le terrain. Maintenant, un converti de 2 points qui est tellement important. On regarde vers l'arrière du land zone. La passe est défendue par Jeremy Murphy, interceptée par JD Chevalier. Le converti, il est pas bon. Et maintenant, le onside kick devient quasiment la seule option pour Flagg-moi le sac pour remporter cette partie. Ouais, malgré qu'avec le Pro Clock, puis vu que c'est juste 4 essais au midfield, souvent, le temps peut rouler moins rapidement, surtout quand on arrive au Pro Clock. Je suis confus, je comprends pas pourquoi Flagg-moi le sac refuse catégoriquement de dropper un deuxième carrière, surtout avec Quade Johnson là, sur le terrain. Qui est devenu un des meilleurs carrières de la Division 2. C'est très loin d'être un carrière de basse division. C'est quelqu'un avec du talent, avec de l'athléticisme. Oui, je suis d'accord, un deuxième carrière pourrait aider cette équipe. Maintenant, Braves sont dans le mode kill the clock. On peut voir la tête de Mike Persin qui veut simplement écouler ces dernières 5 minutes 45, mais Flagg-moi le sac a des plans différents. Maher prend la remise, complète vers Mike Piercin. Un beau jeu défensif de la part de Patrick Chénard. Quasiment trop beau, en effet, trop beau. Il y a un drapeau sur le terrain, un contact illégal contre la défensive. Premier essai, Brave. Ouais, Patrick Chénard pas son meilleur match aujourd'hui en ce moment. Un petit peu trop agressif. Là. Arrive en retard, puis après ça, il tire sur le chandail de Mike Piercin. Pas énormément de contact. Je suis pas sûr que j'adore voir ce call-là, mais ouais, vraiment avantageux pour les Braves, à moins que ça soit un premier essai. Là. Je crois que c'est un premier essai. Le contact égal d'habitude vient avec un premier. Mais est-ce qu'ils sont avant le premier? Ils sont avant. Ah, c'est idéal pour les Braves. Ils ont un premier et une de la ligne de 24. Une très belle situation pour les Braves. Et ce que je veux dire à la défensive de Flagg-moi, c'est d'être plus agressif. Un toucher n'a pas d'importance à ce point-ci. Tu veux un toucher rapide ou une interception, saute de quoi. Même le jeu de Patrick Chénard, même prendre le drapeau, c'est pas dramatique parce que tu dois jouer pour cette interception parce que regarde le cadran, il est en train de couler. Il restait que 5 et 30, il reste maintenant 4 et 30. Les Braves sont des maîtres à couler le temps. Premier essai pour les Braves. On regarde vers Mike Persin, c'est complété vers Émile Châteauvert qui a de la distance, qui fait manquer un premier joueur qui tombe sur lui-même. Finalement, le tacle est fait par Nadeau-Pius et le temps continue de couler. Ouais, t'es dans une situation où tu veux pas, là, mais tu veux quasiment les laisser marquer. Malgré tout, là, avec le succès qu'ils ont eu, succès moyen qu'ils ont eu dans la zone début, défensivement, peut-être qu'ils vont peut-être se dire on est capable de les arrêter. Là. La seule place sur le terrain où la défensive de Flagg-moi le sac a eu du succès, c'est à l'intérieur de la ligne de 5 verges. Maintenant, les Braves sont à la ligne de 12. Un converti de 2 points et on sait très bien que les convertis de 2 points sont à l'avantage des Braves. Ils ont 4 tentatives à la ligne de 12. J'aime pas les chances pour cette défensive de Flagg-moi. On a Maher qui regarde vers JD Chevalier. La passe est captée hors touche à la ligne de 1. C'est maintenant que la défensive de Flagg-moi a sa chance de jouer ligne de 1.
Ouais, jeu intelligent de la part de JD Chevalier de ne pas marquer. Comme ça, les Braves vont être capables de gaspiller encore plus de temps sur ce cadran. En plus, avec là, un deuxième essai de la ligne de 1, oui, ça n'a pas été hyper convaincant de la part des Braves, mais pareil, là, c'est vraiment une situation idéale considérant toute l'expérience qu'ils ont dans cette zone-là. Et on doit commencer à penser aux Finals MVP également. Des noms qui me viennent à la tête. James Drysdale avec un gros toucher, des jeux en défensive. Joe Mauer qui joue un match parfait. Également Isaiah Aller comme rusher. Plusieurs contenders. Mais ce n'est pas non plus fini pour Flagg-Molsac puisqu'on a un deuxième essai à la ligne de 2. Touchdown Jeremy Murphy. C'est maintenant un match de 10 points. Ils vont aller pour 2 pour tenter de prendre une avance de 12. Ouais, donc là, ça force automatiquement Flagg-Molsac à non seulement marquer, mais réussir sur un onside kick. Les Braves qui jouent une game clinique, oui, ils étaient en retard au début de cette deuxième demi, mais là, on dirait qu'ils ont vraiment augmenté le tempo, puis Flagg-Molsac a de la misère à suivre. C'était une deuxième demi parfaite des Braves. On parlait beaucoup des erreurs en première demi, des échappées, des jeux qu'ils auraient pu faire. Ils n'ont pas fait d'erreur en deuxième demi. Ils ont exécuté comme l'équipe de talent qu'ils le sont. C'était quasiment parfait. Maintenant, ils veulent tenter de creuser l'écart à 12 points. La formule qui reste, la seule piste vers la victoire pour Flagg-Moi, c'est un toucher. Et ensuite, une tentative de onside kick. 3 receveurs à la gauche. JD Chevalier tombe en deuxième QB. La passe est captée vers Murphy. Oh, Nadeau Hughes avait quelques doigts sur la balle, pas assez pour les mains sûres de Murphy. Il nous reste 2 minutes dans cette demi. On tombe dans le pro clock. C'est maintenant ou jamais pour l'offensive de Flagg-Moi. Il faut un toucher et un onside kick. Ouais. Puis en plus, non seulement ça, s'ils veulent prendre les devants dans ce match, il va falloir qu'ils fassent au moins un converti d'un point avec ce 2 points qui vient d'être réussi par les Braves. Pas une situation idéale pour Flagg-Molsac, définitivement, mais ils sont capables. Ils sont capables, ils ont le talent, mais ça doit tout commencer avec un toucher. Une autre passe défendue par Isaiah Aller. Quel jeu! Et quasiment une interception. On a vu le corps arrière qui a joué comme DB pour prévenir Isaiah Aller de capter cette passe. Ouais, Isaiah le voulait vraiment, puis Alexandre Dupuis a juste mis son corps pour empêcher Isaiah de se rendre, mais encore une fois, Isaiah, ça doit être quoi, 5 ou 6 passes défendues aujourd'hui, c'est pas plus. Là. Il joue tout un match, il rentre dans la tête, également dans les lignes de passe. C'est un joueur de talent, le meilleur rusher au Canada. Nous démontre pourquoi il a sa place sur l'équipe olympique. La passe est captée vers Guillaume Paquet, pas assez pour le premier essai, mais assez pour un gain de 12 verges. Troisième essai, le temps coule. Il reste maintenant 1 minute 45 au cadran. Ouais, une magnifique passe, puis le Flagg-Molsac qui augmente un petit peu le tempo. Là. Comme ils doivent. Le hurry-up offense et en effet, Nadeau Hughes prend la remise lors de ce troisième essai. Il est capté vers JP Saint-Pierre. Le tac est fait pour Jeremy Murphy. Premier arrêt, le temps s'arrête. Il commencera sur le sifflet de l'arbitre Tara Marakic. Ouais, des passes qui sont assez risquées là, de la part de Nadeau Hughes dans des pockets qui sont très tight, mais encore une fois, la vélocité de ces passes est incroyable. Les receveurs qui sont avec des excellentes mains. Tu n'as pas le choix d'avoir des excellentes mains quand tu joues avec Alexandre Nadeau Hughes. Le pocket est tête, mais Paquet est là pour le premier essai. Premier essai maintenant pour Nadeau Hughes vers Guillaume Paquet. Touchdown, c'est le moment pour la tentative de onside kick. Jérôme, c'est quoi ton jeu de prédilection pour ce onside kick qui décidera sans doute la finale? Ouais, mais pour moi, probablement important de dropper un deuxième carrière. Je ne sais pas si Flagg-Molsac va le faire. Je serais étonné qu'ils le fassent. Ils l'ont pas fait du tout. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup des équipes sur les onside en défensive. Ils bloquent le premier essai, mais l'important là, pour moi, c'est de vraiment stretch le field verticalement. Puis si les équipes, les Braves probablement qui vont jouer une genre de 3 lock ou peut-être même un lanes avec un go over the top, pour moi, il faut que tu lances dans les zones profondes, surtout avec le bras d'Alexandre Nadeau Hughes. Quade Johnson n'est même pas sur le terrain. C'est un receveur qui a capté 30 passes, 430 verges, 9 touchés et également a l'option de deuxième carrière. Il est sur les lignes de touche pour Flagg-Molsac. On a un onside kick attempt. Ils doivent traverser la ligne de mi-terrain. Nadeau Hughes attend la remise à sa ligne de 5. Il prend la remise. Azar arrive avec toute vitesse. Il lance vers les zones profondes. C'est capté, c'est rabattu par Jeremy Murphy. Premier essai, Brave à la ligne de 5. Ils peuvent écouler le temps qui reste dans cette partie. Ouais, malgré que je ne sais pas si Flagg-Molsac a encore ses 2 temps d'arrêt, il va peut-être falloir qu'il en reste seulement un. Ouais, ça va être assez difficile. Là. Je pense même pas que les Braves ont nécessairement besoin de marquer ici. Là.
Ils n'ont pas besoin de marquer, ils peuvent prendre le genou à 3 reprises. On voit Mike Piercin qui demande à Tara s'ils peuvent siffler le match. On va avoir une discussion. Tara demande à Flagg-Moi. Ils ont le choix. On attend la décision. Mais c'est très fortement probable que les Braves seront vos champions de la Division 1. Il reste 1 minute 14 dans la partie. La main de Tara est sur son drapeau. On attend le résultat. On attend encore. Et les Braves sont votre champion de la Division 1. Mais c'est seulement partie 1 de cette affrontation multiple entre ces deux équipes de grands talents. Jérôme, une belle finale. Ouais, puis je suis vraiment impressionné la part de Flagg-Molsac. Ils ont tenu les Braves tout au long du match. On voit encore une fois la différence avec l'expérience puis le talent du côté des Braves qui est encore nettement l'équipe avec le plus de succès dans tout FPF. C'est ce talent et c'est également leur expérience sur les convertis de 2 points qui a fait la différence. Ultimement, oui, il y a eu un arrêt sur le 4e essai, mais la raison pour laquelle on a sifflé le match avec ces 1 minute 20 kek sur le cadran, c'est en raison des convertis de 2 points. Et ce refus de Flagg-Molsac à dropper un deuxième carrière leur a coûté cher. Ouais, parce que techniquement, ils ont scoré le nombre exact des deux côtés de toucher avec 6. Puis là, malheureusement, un extra touché de la part des Braves seulement sur les convertis avec les 3 convertis réussis, puis aucun converti réussi de la part de Flagg-Molsac. Le jeu des convertis a tellement d'importance, mais on va déjà commencer à porter notre attention vers le prochain match. La finale de la division 5v5 compétitive sera encore une fois une affrontation entre Flagg-Molsac et les Braves. Est-ce que cette défaite de la part de Flagg-Molsac servira de motivation ou sera plutôt un facteur démoralisant pour cette prochaine rencontre? Alors, je pense que ça va définitivement être de la motivation. C'est tous des gros compétiteurs du côté de Flagg-Molsac. Après une défaite, ils vont jouer avec le couteau entre les dents, puis je pense qu'on va avoir un très bon deuxième match en 5v5. J'ai hâte au match 5v5. Gardez votre attention, il commencera dans quelques minutes. On attend maintenant la présentation de la banner et également notre Finals MVP. On a quelques options. Jérôme, pour toi, c'est qui mérite ce prix? C'est définitivement Isaiah. Alors, il y a le plus gros impact dans ce match-là des deux côtés. Les passes rabattues, rentrer dans la tête d'Alex Nadeau-Pius, a passé proche de faire une coupe d'interception des fois. Je pense que pour moi, c'est mon MVP. Son plus grand match de la saison, il l'a gardé pour la finale. On l'a répété à quelques reprises. Il n'a pas eu une très grosse saison. Ses statistiques n'étaient pas là. C'est un joueur qui se veut le meilleur rusher du Canada et qui a fini la saison avec 2 passes défendues et 1 sac du corps. C'est pas de quoi de ce qui serait fier, mais cette performance en finale, elle est tellement impressionnante. Il y avait également des blessures en saison régulière, puis il a donné son tout en finale, et c'est vraiment cette performance qui a donné la victoire aux Braves. Ouais, définitivement. Isaiah Allard, pour moi, le meilleur rusher au Canada, comme tu l'as dit. Je pense que c'est vraiment le meilleur joueur dans ce match aujourd'hui. Et maintenant, pour la présentation du trophée et également de votre Finals MVP, on dirigera votre attention au terrain et à Jeff Rosenblatt et Ben McMahon. Back down at field level, day 2 roadshow here with the Winter 2025 Div 1 champs, the Braves. Can I get Captain Joe Maheu, s'il vous plaît? It's my good friend Joe. Joe, we've done this now, I don't know, 17, 25, 50 times in the last few years. Question this time is, this was 6-on-6. Tell me how you guys transition from 6-on-6 to 5-on-5, and what are the differences for you guys as a team? Yeah, it's going to be tough when you play one game one after the other. Switching from the 6 to the 5, I think it's tougher when you do this way around. Like it's easier if you start with the 5 and you go with the wider field after. But getting the tighter field, you need to adjust a few plays. But we've been there before. It's going to be another great game against a very good team. It's always fun to play against Flagg-Molsac. There's a tremendous team. They're friends also of us, so I know it's hard to play 2 games in a row against the same guys, but no, it's going to be fun. So like Joe said, the Braves are not playing Flagg-Molsac in the 5v5 version of the final, so it's going to be an exciting game. Stay tuned. And now for the MVP that came down from the broadcasters. He disrupted the game on defense. Isaiah Allard, come get your MVP.
So, Isaiah, there were a few guys that they were talking about for the MVP of this game. You know, Joe had a great game, James, everyone else. Murphy for sure. But they said, you know, Isaiah disrupted the game like he normally does on defense. What is it that you do that makes it so tough on the quarterbacks? I think more my IQ, football IQ, cutting lanes. I'm tall and just keep my hands up, man. That's pretty much that. Guys, you're looking at the best rusher in Canada, maybe North America, maybe the world. Your Division I 2025 Winter Champs, the Braves. We're going to see them a bit in a few minutes. Back to you guys up there. Et voilà, vous l'avez. Les Braves sont les champions de la Division 1 de Flag Plus Football pour la saison hivernale 2025. Et maintenant, ils visent leur attention vers le doublé, la Division 1 et la division compétitive. Moi, je suis Alexis Dubois. J'étais dans le broadcast booth avec Jérôme Ovington. Gardez votre attention sur le feed FPF. On sera de retour dans quelques minutes pour la finale de la division 5v5. Merci beaucoup.